Bonjour ma petite famille ésotérique, je suis bien contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez les vacances les meilleures possibles vu tout ce qui se passe actuellement dans le monde et j'espère que vous n'êtes pas trop affectés par tous ces événements. En tout cas, moi je vous remercie pour votre fidélité et votre présence et aujourd'hui nous allons parler de la pensée analogique. Parce que pour bien nous comprendre, choisissons les bons mots. Ça peut paraître surprenant de parler d'analogie en ésotérisme, pourtant rien n'est plus important que l'analogie, car elle est à la base de tout travail ésotérique. L'analogie nous permet de constater que ce qui est illogique en apparence n'est que la manifestation logique de causes que nous ne connaissons pas encore. Et un des principes de l'ésotérisme est que toutes les lois naturelles correspondent de façon analogique. Pour cette raison, le hasard n'existe pas et le surnaturel non plus, car rien ne dépasse la nature. Donc même le terme surnaturel ne devrait pas exister. C'est ce que nous enseigne Papus, pour ceux qui le connaissent, un docteur Gérard Ancos, qui était un grand ésotéricien du siècle 19e, 20e. L'être humain contient analogiquement en lui toutes les lois qui régissent l'univers. Mais d'abord, qu'est-ce que l'analogie ? L'analogie, c'est un rapport de ressemblance entre des choses ou des personnes qui au départ ne semblent avoir aucun point commun. Par exemple, si je vous dis soleil, vous penserez été, vacances, repos, voyage, etc. Ce ne sont pas du tout les mêmes choses, mais presque automatiquement, on les relie entre elles parce que l'une d'elles nous fait presque spontanément penser aux autres. L'analogie est donc ce principe de correspondance, elle est d'ailleurs la base de ce principe. Et l'ésotérisme est en grande partie fondé sur ce principe des analogies. Je vous donne un exemple. Muriel n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle voudrait un enfant, elle n'y arrive pas. Médicalement, elle sait que rien ne s'y oppose. Elle n'est pas stérile. Son mari non plus. Elle n'a aucun problème physiologique qui l'empêcherait d'être enceinte. Comme elle s'adonne à l'ésotérisme, elle décide de faire un rituel de magie pour favoriser une grossesse. Elle décide de travailler avec la lune. Par analogie, elle va donc choisir. En astronomie, la lune qui est réputée être l'astre de la fécondité. Au niveau du calendrier, elle va faire son rituel la nuit du lundi, qui est le lundi, c'est le jour de la lune. Elle va porter un vêtement argenté, qui est la couleur attribuée à la lune. Elle ajoutera un bijou en argent avec une perle ou une opale ou une pierre de lune, des pierres naturelles associées à la lune. Elle allumera un bâton d'encens au bois de santal, un parfum attribué à la lune, et elle prendra une bougie argentée et invoquera l'archange Gabriel qui est associé à la lune. Bien sûr, si elle ne fait qu'invoquer là-haut pour avoir un enfant et qu'elle y met suffisamment de cœur, le rituel sera suffisant et finira par s'accomplir. Mais en associant par analogie toutes ces énergies qui se rapportent à la lune, elle va augmenter la puissance du rituel, ce qui peut accélérer sa réalisation. Et nous avons là un bel exemple analogique, l'association d'un astre, d'un jour, d'une couleur, d'un minéral, d'un parfum, d'une bougie, d'un ange. Chaque chose différente finit par rejoindre les autres et elles agissent toutes en synergie, ce qui accroît leur puissance, leur énergie selon le principe l'union fait la force. Papus nous dit qu'un fait
est toujours la traduction par la nature d'un principe émané de Dieu, ou l'entité que vous appelez Dieu. L'homme peut donc toujours rétablir le lien d'un fait visible à un principe invisible par l'énonciation d'une loi, et c'est la base de la méthode analogique. Muriel a relié les éléments visibles de son rituel au principe invisible de son désir d'enfant, et la loi d'analogie la plus connue est celle d'Hermès Trismégiste, qui dit que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire que par analogie, l'homme ressemble au cosmos. Il a un corps déjà, il a des systèmes, un système digestif, un système respiratoire, un système de circulation, un système sanguin. Il a des organes, etc. Le cosmos, c'est pareil. Bon, le cosmos, c'est pas un corps humain, mais le cosmos a des systèmes de planètes, il a un système d'énergie, il est composé de la même façon analogique qu'un être humain. Et c'est pour ça qu'on dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc ça, c'est un des principaux principes, une des principales définitions de l'analogie. L'analogie est différente de l'identité parce que l'identité est une égalité, ce qui fait qu'une chose est de même nature qu'une autre. Par exemple, Anne est identique à sa sœur jumelle. L'analogie, elle relie entre elles des choses totalement différentes. Par exemple, Muriel a associé un astre à un parfum. Et c'est important de bien différencier les deux termes. Donc je pense que vous avez compris ce qu'est l'analogie. Et c'est important parce que penser de façon analogique, ça permet de créer des liens entre des choses qui ne se ressemblent pas, des éléments très différents les uns des autres. Donc l'analogie élargit le champ de la conscience. La pensée analogique est importante parce qu'elle est la mère de l'intuition. Elle mène à l'union, donc à la paix, au détachement, à la confiance, à l'acceptation. Elle libère du plan rationnel qui, lui, tend à tout limiter. Au contraire, l'identité freine l'intuition parce qu'elle ramène toujours au plan rationnel, aux comparaisons, donc au jugement, à la réalité et à la séparation positif-négatif. C'est la dualité, et la dualité, elle génère les conflits. L'égalité part d'une théorie fausse, de toute façon, car aucune chose ne peut être exactement égale à une autre. Donc toutes les sciences exotériques, les mathématiques, la physique, etc., sont fondées sur un principe faux, car un est différent d'un autre 1 et n'égalera jamais un autre 1. Donc quand on parle de l'opération de base, qu'on part de cette logique-là, 1 égale 1, dès le départ c'est faux, parce que 1 ne peut jamais égaler 1. 1 ne sera jamais exactement le même qu'un autre 1. Donc vous voyez que toutes les sciences sont fondées sur une théorie qui est fausse. Là, je vais vous faire un petit peu de sémantique. La sémantique, c'est l'étude de l'origine des mots. On peut associer l'analogie et la sémantique parce que termes qui semblent bien mystérieux, mais en réalité, c'est tout simple parce que la sémantique, c'est l'étude du sens des mots, comme je vous l'ai dit. Et c'est un bon moyen de développer la pensée analogique parce que chaque mot est souvent un assemblage d'idées parfois très différentes les unes des autres. Exemple, le terme analogie, ça vient du préfixe ana, préfixe grec, non, grec ou latin, je ne sais plus, enfin bref, le préfixe ana qui signifie selon, et ça vient du terme grec logia, logies, qui signifie proportion. Une chose est en analogie avec une autre selon une proportion.
Par exemple, pour le soleil, c'est sa proportion de chaleur qui nous évoquera par intuition l'été, donc les vacances, donc le repos, donc les voyages, etc. Et ça peut continuer longtemps. Le soleil est donc en analogie avec les vacances, bien que l'image du soleil soit totalement différente de l'image des vacances. Pourtant, l'une fait penser à l'autre et ce rapport, nous le trouvons entre les deux. Et le rapport qui nous permet de trouver ce lien entre les deux s'appelle l'intuition. C'est notre intuition qui nous révélera ce rapport de proportion. C'est pour ça que l'analogie est importante parce qu'elle permet de développer l'intuition. Évidemment, pour le soleil et les vacances, c'est facile. Mais ces rapports existent partout de façon bien plus subtile. Donc, à nous de les découvrir. La sémantique a aussi le pouvoir de donner le sens exact des mots, surtout quand il est caché. Exemple, la maladie, maladie, mal a dit, la maladie, le mal a dit. La maladie est ce que dit le mal. C'est aussi ce qu'on appelle le langage des oiseaux, cette façon de décomposer les mots pour découvrir leur sens caché. La sémantique permet aussi d'exprimer clairement une idée. Si par exemple je dis que j'aime les animaux, je vous dis j'aime les animaux, et si je dis que le cheval est un animal, n'est-il pas logique de comprendre que j'ai dit que j'aime les chevaux? Mais ai-je dit que j'aime les chevaux? Animaux et chevaux sont à des niveaux différents. Si je confonds les niveaux, je vais aussi confondre les éléments qui composent ces niveaux. Et la sémantique m'évitera de faire cette confusion en me permettant de remettre chaque chose à son niveau. Et plutôt que dire « j'aime les animaux », ce qui est faux, car je n'aime pas trop les moustiques par exemple, je dirais plus précisément « j'aime les chevaux ». Ce genre de raccourci est très fréquent, surtout sur les réseaux sociaux, et ça falsifie énormément les paroles, les images, les situations pour créer des polémiques. Alors méfions-nous de tout élément sorti de son contexte dans le but de transformer Facebook en fake book. Il paraît que ça existe aussi sur les autres réseaux sociaux, ce qui ne m'étonne pas. Moi, je ne connais que celui-là. Autre chose, la sémantique peut s'appliquer aussi à l'image. Et voici l'image. Voici donc la belle image de nénuphars. Les nénuphars. En voyant cette image, je dirais spontanément « Oh, les magnifiques nénuphars !» Et le sage me répondra malicieusement « Des nénuphars magnifiques, peux-tu les cueillir ?» Et non. Donc la pensée analogique dira plus exactement « Oh, la magnifique image de nénuphars !» Ou encore plus précis, « Quel beau nénuphar sur cette image !» Car l'image contient aussi des feuilles de nénuphar, des poissons rouges, des roseaux, sans oublier l'eau, évidemment. Ainsi, nous avons replacé chaque élément dans son contexte, ce qui est une base essentielle pour bien nous comprendre et pour ne pas fausser la réalité. Évidemment, j'ai pris un exemple extrême, tout n'est pas aussi simple, alors à nous de rester attentifs pour ne pas tomber dans les pièges. D'où l'importance de bien préciser ses pensées, ce qui nous permettra d'aborder l'analogie avec plus de facilité. Alors, comment appliquer la pensée analogique dans la vie courante? Elle permet une expansion du champ de conscience en évitant de tomber dans certains pièges. Elle favorise l'ouverture d'esprit et la disparition de l'aspect sectaire de la vie. Et elle permet
d'éliminer la peur. Ce qui est bien conçu, ce qui est bien compris, ne fait plus peur en général. L'évolution spirituelle est alors facilitée parce que l'analogie nous permet de sortir du plan rationnel qui maintient dans l'esprit scientifique et le monde physique à 3 dimensions très limitatif. L'analogie nous permet de sortir de l'état de jugement qui maintient dans la dualité, donc empêche d'accéder à l'unité de toute chose. L'analogie laisse descendre en nous les énergies subtiles auxquelles la science refuse de croire, car elle n'a pas preuve de leur existence, c'est l'intuition. Et l'analogie nous permet d'appliquer le principe de base de toute recherche spirituelle, je vous en ai parlé, silence, confiance, patience. Mais l'analogie est très importante au niveau ésotérique, c'est une des bases de l'ésotérisme, parce que justement elle nous permet de faire des associations entre des éléments qui paraissent au départ n'avoir aucun rapport entre eux, et qu'elle permet surtout de développer l'intuition. Donc entraînez-vous à la pensée analogique, entraînez-vous à créer des liens, à trouver les rapports entre des choses ou des événements qui n'ont en apparence aucune correspondance entre eux, et ça vous aidera dans votre travail ésotérique. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. La prochaine fois, on parlera un peu plus de logique et d'intuition. Et en attendant, je vous dis à bientôt et travaillez bien, continuez. Au revoir.